tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 27 juin, la suite de notre dossier consacré à l'usine d'embouteillage de Divonne-les-Bains avec son investisseur Patrick Sabaté. Ensuite, le résumé du dernier conseil communal de Nyon. Et enfin, un sujet consacré à Nyon Région Télévision et son avenir avec la création d'un pôle média à Gland. Retour sur le conseil intercommunal de région de Nyon en date du 20 juin. Au programme, la réélection de la présidente du législatif, la création permanente du DISREN et l'adoption de plusieurs préavis, dont la réponse au postulat du syndic de Chavannes-de-Bougie concernant l'usine d'embouteillage de Divonne-les-Bains. Réuni pour sa dernière séance plénière avant la coupure estivale, le conseil intercommunal a renouvelé sa confiance à l'actuelle présidente du législatif en la réélisant pour un 3e mandat. Et parmi les préavis acceptés lors de cette assemblée, les comptes 2018 de l'association de communes. Il boucle sur un léger bénéfice de 6 000 francs alors qu'un déficit de 35 000 francs était annoncé. Autre décision prise par le législatif, la création d'une commission permanente en charge du DISREN. Mais durant ce conseil, le comité de direction est aussi revenu sur l'interpellation déposée à la dernière assemblée par le syndic de Chavannes-de-Bougie. Cette interpellation avait pour titre la mobilité immobile. Donc ça voulait dire que finalement, plus on travaille sur la mobilité, plus l'immobilité des gens devient un problème de notre région. Une interpellation qui aborde les questions suivantes, le développement démographique de la région ainsi que la mobilité. Effectivement, il va y avoir un transit de plusieurs dizaines de milliers de camions par année par la douane de Chavannes-de-Bougie. Donc il faudrait que la région, respectivement le canton, puisse nous apporter un soutien sur des mesures à prendre pour digérer ce trafic. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la démographie qui est prévue dans les prochaines années? Qu'est-ce que font les autres régions comparées à notre région et aussi les régions suisses et françaises? Et finalement, il y avait une question sur la future usine ou le projet de future usine d'embouteillage d'eau minérale à Divonne et les conséquences que ça aura sur le trafic de la région. Dans sa réponse, le responsable politique de la mobilité de Région de Nyon relève que bien que l'association soit hors délai pour déposer un recours, elle suivra avec attention le développement du projet. Oui, nous allons le suivre au niveau mobilité, mais par contre au niveau environnement, nous n'avons aucune possibilité d'agir sur le côté français, bien que cette source alimente une rivière qui s'appelle la Versoix. En soutien, Région de Nyon va donc envoyer plusieurs lettres. Le premier courrier à la commune de Chavannes-de-Bougie pour lui expliquer notre soutien. Deuxième courrier, ça va être à la commune de Divonne pour demander qu'il y ait un dialogue et discuter de ce projet. Et le troisième courrier, ce sera au Conseil d'État vaudois, mesdames Nouria Gorité et puis De Quattro, qui vont être avertis, où on va sonner l'alarme pour leur dire qu'il y a un problème là, un problème de mobilité et un problème d'environnement qui se pointe à l'horizon. Cette interpellation étant devenue une résolution, la région de Nyon aura 1 an pour y répondre. L'usine d'embouteillage d'eau de Divonne et ses 200 mouvements de camions par jour n'a donc pas fini de faire couler de l'eau sur les routes du district. Et on en parle en plateau avec le président de la Société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains, Patrick Sabaté. Bonjour. Bonjour. On va vous faire réagir sur le sujet. Je viens de vous entendre dire totalement faux. Qu'est-ce qui est totalement faux ? Non, c'est un point technique tout simple, c'est que l'impact du prélèvement dans la source Mélodie de Divonne, il a été mesuré et vérifié sur de nombreuses années, n'a pas d'impact sur les nappes de surface et encore moins sur les rivières. Mais c'est un débat qui est assez technique et assez long, on peut y revenir, mais je comprends particulièrement toutes ces préoccupations et c'est pour ça que je me rends le plus disponible possible pour y amener des réponses. Voilà. Des préoccupations, il y en a justement, on va les détailler. Commençons par le projet en lui-même. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots, ce projet Iceberg ? Alors, Iceberg, c'est en théorie le nom de la future usine, mais voilà, donc depuis 1997, cette source Mélodie est classée en eau minérale naturelle française, ayant vocation à être mise en bouteille.
ou rester sous terre. Et nous avons eu le privilège d'en devenir le concessionnaire. Donc la puissance publique nous a délégué l'exploitation privée de cette ressource. Aujourd'hui, nous avons travaillé depuis 2 ans et demi sur ce projet. Le permis de construire a été signé. Il sera exécutoire à la fin du processus administratif. Il est techniquement prêt pour nous. Donc, lorsque l'administration aura validé que nous sommes à la fois respectueux de l'environnement et que nous avons pris toutes les mesures pour montrer notre capacité à respecter les directives de l'administration, eh bien, ils nous autoriseront, je l'espère, à démarrer et à mettre en bouteille cette eau, qui est, je voudrais quand même préciser, d'une pureté et d'une qualité unique au monde. Patrick Sabaté, permettez-moi l'expression, vous êtes un homme de bouteille. En 1995, je crois, vous lancez votre propre marque de champagne, aujourd'hui considérée comme l'une des marques les plus chères au monde. Aujourd'hui, est-ce que c'est votre objectif de faire la même chose avec cette eau de Divonne ? Alors, pas du tout. Le profil de... Enfin, en tous les cas, merci de parler de mon champagne, mais non, pas du tout. Le profil de Divonne est une minéralité assez faible, indiquant qu'on peut la consommer de façon quotidienne et sans aucune restriction. Mais elle a également un profil quantitatif qui indique que nous pouvons nous adresser au grand public. Donc quand je dis grand public, ça veut dire au réseau de distribution grand public, qui sont la grande distribution ou d'autres, et en particulier l'exportation. Voilà. Donc notre positionnement sera celui d'une grande eau minérale française normale. Voilà. Donc pas de projet de produits de niche ni autre. Voilà. L'exportation jusqu'en Asie, pourquoi l'Asie ? Alors, le prestige d'abord parce que nous en avons les moyens quantitatifs, mais le prestige du label Made in France en matière agroalimentaire est aujourd'hui un des plus importants et un des mieux reconnus dans le monde. Et ces marchés qui ont un accès plus difficile que nous à des eaux de cette qualité sont demandeurs de notre production, pas que de la nôtre bien sûr, mais des grandes marques françaises, et qui sont d'ailleurs toutes très très largement implantées en Chine, en Inde et dans le monde entier. Et c'est très heureux ainsi. Donc nous pensons que ces marchés sont des marchés de forte croissance pérenne, et donc nous avons notre place dans cet ensemble. Voilà. Pourquoi ne pas laisser cette eau finalement aux Divonnais ? Alors, cette eau appartient aux Divonnais. C'est une particularité du droit administratif français. Les ressources souterraines sont la propriété de la puissance publique, donc soit de l'État, soit des collectivités territoriales. Donc ce sont les Divonnais qui sont propriétaires de cette eau, et d'ailleurs, ils vont me la vendre. Je ne la prélève pas gratuitement. Et, vous l'achetez aussi ? Je l'achète, voilà, je l'achète. Mais les Divonnais vont vous l'acheter finalement, cette bouteille, plutôt que d'ouvrir le robinet et la voir couler chez eux ? Alors, cette eau n'a pas vocation à aller dans le robinet pour des raisons qui sont liées à sa pureté. Et je considère qu'on devrait soit la laisser sous terre et lui laisser une vie éternelle sans jamais la prélever, mais pas forcément la mettre dans le robinet, car elle a des caractéristiques qui méritent mieux que cela, et en particulier d'être mise en bouteille. Quant à la relation commerciale que j'aurai avec les Divonnais et nos amis des communes suisses avoisinantes, et en particulier à l'endroit des enfants et des écoles, laissez-moi un petit peu leur réserver la primeur, mais j'ai eu l'occasion de dire que cette eau aurait vocation dans le pays de Gex et dans les communes de Terre-Sainte et nos voisins suisses à être disponible d'une façon un petit peu privilégiée. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on sait que Divonne importe 20% de son eau, notamment de Suisse, pourquoi ne pas laisser cette eau aux Divonnais, encore une fois ? Alors, les questions d'importation de l'eau sont du registre politique et je ne veux pas m'en mêler. En revanche, les Divonnais ne sont pas privés du tout de cette eau, puisque les prélèvements qui sont faits pour le réseau public n'ont rien à voir avec cette source. Et encore une fois, cette source ne peut pas être injectée dans le réseau public, parce qu'elle a été classée comme une source d'eau minérale naturelle et que sa vocation est de rester sous terre ou d'être mise en bouteille, mais rien d'autre. Voilà. Donc on ne prive en rien les Divonnais, au contraire, on va peut-être même leur donner accès à une ressource qui est unique au monde par cette mise en bouteille. Ils n'auraient jamais pu boire autrement cette eau que par la mise en bouteille. Alors si le forage actuellement dispose d'un robinet auprès duquel les Divonnais et tous les habitants qui veulent s'y présenter peuvent remplir gratuitement des bouteilles, j'avais pris l'engagement il y a 3 ans que cet accès libre du grand public pour remplir manuellement quelques bouteilles serait toujours préservé. Et d'ailleurs, je serais très heureux que ça soit le cas parce que c'est un geste naturel. Voilà. Vous vous y tenez ?
Ah oui, oui, j'y tiens beaucoup. De la même manière d'ailleurs que notre usine qui va être construite sur des principes architecturaux et environnementaux extrêmement avant-gardistes, va y compris comprendre, pardon pour la redondance, va comprendre un circuit de visite très sécurisé à destination des enfants. On peut se demander justement, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il y a d'écologique dans ce projet, hein. Durant la phase d'exploitation, vous prévoyez 40 voitures pour les employés, 90 poids lourds par jour, 8 625 tonnes de plastique, 431 tonnes pour les bouchons. Qu'est-ce qu'il y a d'écologique finalement dans ce projet? Il y a la méthode. C'est comment allons-nous transporter nos bouteilles, comment allons-nous construire notre usine, comment allons-nous prélever l'énergie pour fonctionner et exister, et comment allons-nous gérer la problématique du recyclage du plastique. Donc en fait, bien sûr, nous sommes une usine de plus dans l'univers mondial de l'embouteillage. Je voudrais juste rappeler quand même que l'embouteillage d'eau en France représente 1200 fois moins, enfin 1200 fois plus petit que le prélèvement d'eau pour le robinet. Donc la préoccupation environnementale devrait d'abord être observée sur la question de l'eau du robinet. 1200 fois plus. Mais aujourd'hui, quand vous produisez 2 millions de bouteilles par jour, vous les envoyez en Asie. Oui. Comment finalement ces bouteilles seront recyclées sur place en Asie? Alors, nous avons prévu une méthode qui vient un petit peu des livres d'histoire. Au XIXe siècle, chaque famille d'Europe, ou en tous les cas celles qui en avaient les moyens, on leur livrait le lait et puis on leur récupérait la bouteille vide. Quelque part, ça pourrait s'appeler de la consigne, mais ça n'en sera pas au sens strict du terme. Je préfère employer l'expression que nous serons actifs dans la mise en recyclage de nos plastiques, partout dans le monde. C'est paradoxal, pardonnez-moi, Vincent Scatolin, maire de Divonne, quand il était venu sur ce plateau, il nous avait dit que vous vouliez justement apprivoiser certains endroits du monde où il y avait un manque, une pénurie d'eau. Est-ce que ces pays finalement ont la capacité pour recycler les bouteilles? Alors la capacité de recyclage, elle existe, et je voudrais rappeler simplement que si aujourd'hui des masses considérables de plastique se promènent dans le monde, c'est parce que probablement beaucoup plus en fin de chaîne de consommation, le consommateur final n'a pas tout à fait l'acte vertueux de mettre lui-même ces matériaux au recyclage. Les capacités, et donc ça n'est pas parce qu'on produit du plastique qu'il termine dans l'océan, c'est parce que tout simplement on a mal recyclé ce plastique. Les capacités existent, elles vont grandir parce que on ne va pas indéfiniment produire du plastique, et les directives européennes indiquent d'ailleurs qu'il va falloir intégrer peut-être davantage de plastique déjà recyclé. Je ne suis pas certain que pour une eau d'une telle pureté, on n'ait pas intérêt à utiliser des plastiques neufs qui présentent des caractéristiques fonctionnelles très supérieures aux plastiques déjà recyclés. Mais je pense que l'acte vertueux va être de construire une usine à impact carbone neutre, de transporter notre eau partout dans le monde de façon la plus décarbonée possible. Comment ? Eh bien par des véhicules n'employant pas d'énergie d'origine fossile. Donc je pense en particulier à l'électricité, au gaz et à terme à l'hydrogène. La région Rhône-Alpes... Est-ce que ces véhicules existent déjà ? Alors, en électrique et en gaz, oui, bien sûr. L'hydrogène, je pense qu'on a une bonne chance d'y parvenir dans un avenir très proche. Et il se trouve qu'en plus, la région Rhône-Alpes est la première région à bilan carbone positif en matière de production d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a plus d'énergie décarbonée produite que d'énergie carbonée. Voilà. Donc, au départ de Divonne, nous bénéficierions d'une énergie propre. Aujourd'hui, j'ai une question qui m'est adressée directement du collectif Stop Embouteillage de Divonne-les-Bains, auquel vous avez donné la parole notamment durant la séance publique, qui aimerait savoir finalement comment vous pouvez assurer que finalement les réseaux duquel vous allez perforer, prendre cette eau, est totalement indépendant les uns des autres. Alors, ce n'est pas moi qui l'affirme. D'abord, ce forage a plus de 30 ans maintenant. Il a été observé de façon régulière et sur des périodes très longues et en continu. Je parle de périodes de plus de 2 ans parfois, 24 heures sur 24. Et des études géologiques ont été faites par un grand groupe français qui s'appelle Antea, qui a publié et présenté d'ailleurs de façon publique de nombreuses fois ses conclusions. Et on a réussi à démontrer donc qu'il n'y a pas de vase communicant entre les différents espaces souterrains, les différentes nappes souterraines, et pas d'impact sur les résurgences non plus. Sous réserve que l'opérateur privé que je suis se conforme aux recommandations de l'administration. Et en l'occurrence, nous savons que nous ne devons pas prélever plus de 80 mètres cubes par heure dans cette source en année pleine. Dans ces conditions, on sait que l'impact il n'y aura pas d'impact sur les autres ressources alentours. Voilà.
Aujourd'hui, les syndics de Terre Sainte vous demandent également des réponses écrites, notamment par rapport à ces études d'impact d'autorisation environnementale. Je crois des études que vous avez rendues par l'entreprise Ginger-Burgep. Une question qui me vient toute simple, est-ce que cet organisme il est certifié par l'État ? Alors, ce sont des organismes qui disposent de tous les agréments nécessaires pour collaborer avec l'administration et produire des études valables auprès de l'administration française. C'est important votre question parce que, mine de rien, le projet n'est toujours pas autorisé. Et l'administration réserve encore, nous demande des compléments d'information sur l'impact environnemental de notre projet, les modes de compensation que nous allons amener à l'environnement. Nous devons déplacer l'habitat d'un papillon et différents éléments de ce type-là. J'observe quand même que, et avec grand plaisir, j'ai rencontré les syndics des communes de Terre Sainte, et avec grand plaisir, on leur fournira l'ensemble de ces études d'impact environnemental pour qu'ils puissent mesurer eux-mêmes l'absence d'impact sur les ressources de surface et de prélèvements habituels, mais j'ai observé quand même que aussi leurs préoccupations venaient dans le domaine des transports. Et j'ai pris l'engagement vis-à-vis des maires suisses concernés par le passage des syndics, pardon, concernés par le passage de nos camions sur votre territoire. Et j'ai pris l'engagement, qui prendra la forme d'ailleurs d'une convention entre ces communes et nous-mêmes, de ne pas circuler aux heures des mouvements pendulaires de la population, le matin comme le soir, et de ne pas démarrer notre projet tant que nous ne disposerions pas d'une flotte de véhicules propres. Exception faite peut-être des voitures personnelles, privées de nos collaborateurs, à qui je n'ai pas le droit de demander d'utiliser un véhicule décarboné. Ça reste une affaire totalement privée et voilà. Prochaine séance publique le 8 juillet à l'Esplanade du Lac. L'horaire sera précisé ultérieurement. Vous y serez ? Oui, j'y serai bien sûr et avec grand plaisir. J'accueillerai les tomates comme les compliments avec le même bonheur que la dernière fois. Pourquoi avoir justement donné ces informations au compte-gouttes à la population ? C'est un reproche qui vous a été fait. Aujourd'hui, votre position semble changer. Pourquoi ? Alors, il se trouve que notre projet est particulièrement rupturiste en matière de méthode éco-militante. Quand je dis rupturiste, c'est que si nous sommes le premier à le sortir, nous serons par définition le premier. J'espère peut-être que d'autres y viendront plus tard. Mais nous sommes extrêmement rupturistes. Donc, si j'avais beaucoup parlé de ce projet, il y avait fort à parier que j'aurais été loin d'être le premier à me lancer dans cette aventure très innovante de méthode. Mais aujourd'hui, vous comprenez les préoccupations et je les comprends parfaitement, et c'est pour ça que j'accepte de plus en plus de répondre. Alors, on me reproche encore d'être encore trop discret, mais d'abord, notre plan de financement ne regarde que nous, et je me suis engagé sous confidentialité à le présenter à la ville de Divonne, mais toutes les questions industrielles, marketing et spécifiques à l'ADN de notre projet, j'ai souhaité les protéger le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, je n'en dévoile pas le détail intime, mais j'ai indiqué les grandes stratégies, à savoir être extrêmement vertueux en matière de transport, être extrêmement vertueux en matière de pratiques concernant le recyclage, et en général avoir un impact carbone le plus neutre possible. Voilà. Et je pense qu'à ce stade, on pourrait presque dire que ce sera une première, si personne d'autre ne s'y lance avant nous, et bienvenue celui qui le fera. Prochain rendez-vous donc le 8 juillet pour cette séance publique. Patrick Sabaté, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Le sort du quartier de la Ceuta pourrait se décider dans les urnes. Le Conseil d'État vaudois s'étant déclaré incompétent, il renvoie à nouveau le dossier du plan d'affectation de la Ceuta au tribunal cantonal. Si le canton accepte ce plan, il ne reste plus que deux solutions, la Cour du droit administratif et public ou le référendum, solution que semble privilégier le groupe d'opposants. Alors, le recours n'a pas été refusé. Le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour répondre, notamment donc c'était notre deuxième recours. Le premier avait été simplement aiguillé sur le tribunal cantonal. On a fait valoir nos griefs exacts par rapport à ce recours. Et là, le Conseil d'État se déclare incompétent pour des raisons d'économie, d'action judiciaire. Il nous envoie de nouveau vers le tribunal cantonal, mais ceci au moment où le plan de quartier, le plan d'affectation sera avalisé par le canton. À ce moment-là,
la voie de recours est ouverte pour aller devant le tribunal cantonal. Alors tout d'abord pour la suite, on se doit d'attendre la réponse du Conseil d'État concernant le plan d'affectation de la Ceuta. Cette réponse, elle peut être soit une acceptation, le plan d'affectation est accepté, approuvé par le Conseil d'État, soit il est refusé. C'est une option possible aussi, on ne sait pas. Et une fois que la réponse est parue dans la feuille d'avis officielle, on a un délai de recours, soit pour partir sur la CDAP, soit pour à ce moment-là lancer un référendum en vue d'une récolte de signatures pour que ce soit finalement le citoyen qui se prononce. J'imagine que votre cœur balance plutôt pour la seconde solution. Démocratiquement parlant, c'est clair qu'un référendum, ça traduit vraiment la volonté du citoyen. Il faut voir là qu'on ne parle pas que du plan de quartier, du plan d'affectation de la Ceuta, mais c'est le développement, on nous a vendu un peu ça comme un développement futur des quartiers du nord de la ville. Et je pense que c'est très important qu'on puisse vraiment analyser la chose avant de lancer tous ces travaux. Ça se fera cet été. Impossible de vous répondre, ça va dépendre du Conseil d'État. « 3554 signatures, pardon, il me faut de l'eau justement, 3554 signatures déposées contre l'extension des horaires d'ouverture à Nyon. Le comité référendaire Touche pas à mon samedi a déposé aujourd'hui 27 juin les signatures auprès de la municipalité. Le sentier du Cossy sera élargi et aura bien son œuvre d'art. L'art reliant le nord du sud de la ville sera entièrement réaménagé par un projet qui comprend l'élargissement du chemin, l'installation de vidéosurveillance et enfin une œuvre d'art intégrée. La commune devra débourser 600 000 francs sur un budget total d'1,5 million de francs une fois les subventions de la Confédération et du canton déduites. C'est plus que le rénover, c'est l'élargir, c'est donc lui donner quand même une toute autre ampleur. Donc aujourd'hui, deux piétons qui se croisent avec des valises ne peuvent pas le faire tranquillement, ce qui ne sera plus le cas demain. On pourra enfin se croiser sans problème, mais c'est un chemin qui est extrêmement utilisé, extrêmement important. C'est vraiment la liaison entre tout le quartier de la Petite Prairie qui vient de se finir, même pas fini d'ailleurs, et qui va pouvoir donc donner accès à la gare sur un site propre, ce qui est extrêmement rare et extrêmement précieux dans une ville. Et le débat ne s'est pas porté sur l'installation de vidéosurveillance, mais sur celui d'une œuvre d'art intégrée. Alors, c'est toujours ça la même question quand on fait des économies. Est-ce qu'on fait des économies, j'ai envie de dire, un peu de bout de chandelle et se limiter, ou à l'inverse, on renonce à des projets, mais les projets que l'on fait, on les fait bien. Et personnellement, je suis pour faire des projets et les faire bien. Et dans le cas particulier, en plus, le projet culturel qui était proposé était intéressant, intelligent, amusant. Et je pense que les gens en profiteront beaucoup. C'est quoi la plus-value de cette œuvre d'art intégrée sur le sentier du Cossy ? Je pense que c'est important que chacun de nous, toutes les personnes, tous nos citoyens puissent s'interroger sur le temps en particulier dans ce qui concerne cet objet-là et comment on peut l'exprimer, comment on le passe et comment il arrive, il disparaît, Voilà, c'est un élément intéressant. C'est quand même une œuvre qui a été prévu en amont, c'est-à-dire que tout le projet s'est développé avec l'artiste. Donc ça, c'est aussi assez important. Je pense que c'était très bénéfique. Cette rénovation, pour 1,3 million, si on parle uniquement des travaux de rénovation, c'est de l'argent bien investi. C'est de l'argent bien investi. Il est tellement bien investi qu'en fait, on est soutenu par tout le développement genevois, le Grand Genève. Par conséquent, c'est un projet d'agglomération. Donc, on a le soutien de l'ensemble. Par conséquent, c'est vraiment un projet bien investi. Un nouveau pôle média émerge à Gland pour pérenniser NRTV et pouvoir bénéficier des infrastructures de CNN Money Switzerland. Les villes de Gland et Nyon présentent à leurs législatifs respectifs un préavis portant sur la création d'un pôle média à Gland. Ce pôle média offre la possibilité pour notre chaîne régionale Nyon Région Télévision d'occuper une partie, les locaux et profiter ainsi de l'apport technologique, de l'apport de connaissances et de l'apport de l'ambiance médiatique à Gland. Et la municipalité de Gland profite donc de proposer au conseil communal cet investissement de 50 000 francs.
Que l'on comprenne bien, cela fait partie d'un préavis plus large qui impliquera le conseil intercommunal, c'est-à-dire qu'il y a 2 cercles porteurs, 50 000 francs pour Gland et 50 000 francs pour Nyons, plus encore une somme à la charge du législatif de l'association de communes. Alors effectivement, vous l'avez dit, il s'agit d'un préavis pour Gland de 50 000, un préavis identique déposé par Nyons qui est la seconde commune porteuse par rapport à un projet global qui s'inscrit dans le fonctionnement d'ISREN de Région de Nyons. Région de Nyons a entendu aussi cette arrivée de ce pôle média à Gland, s'intéresse aussi pour la question de visibilité de la région, pour le côté médiatique, mais aussi pour le côté mise en valeur de notre région et du dynamisme qu'il y a dans le district de Nyons, et ainsi a accepté de porter devant son législatif une demande d'investissement également pour un montant de 100 000 francs. Donc en tout, ce sont 200 000 francs qui seront investis pour la création de ce pôle média à Gland et permettre à NRTV d'y occuper des locaux et profiter également des studios et de toute la technologie qui est mise en place. Si on dit qu'un franc investi dans la communication ramène plusieurs, là on peut dire que c'est un investissement sur l'avenir et que ça va permettre aussi à cette région qui est la première région dynamique d'un point de vue économique de Suisse de se replacer justement sur la carte nationale. Alors il est indéniable que la région de Nyons mérite d'être mise en valeur. Il y a énormément de choses qui se passent dans notre région. C'est un apport extrêmement dynamique à l'échelle de la Suisse. C'est ce qu'a compris aussi Communion il y a plusieurs années en soutenant NRTV qui n'a pas de financement, on va dire, de concession. Donc c'est aux régions, aux pouvoirs publics locaux de soutenir cette chaîne si nous voulons pouvoir être mis en valeur et pouvoir faire connaître nos projets et notre région sur l'extérieur. Et maintenant, ça fait 5 ans que le sauvetage a été fait. On entre dans un rythme de croisière et cette opportunité, cette réelle chance qu'on a maintenant de pouvoir entrer dans ce pôle média permettra incontestablement à NRTV de pouvoir être un acteur commercial, également de pouvoir vraiment s'inscrire dans la carte médiatique locale. Et il y a une volonté claire des villes de Nyons et de Gland et j'espère de l'ensemble de la région, à travers Région de Nyons, de soutenir un média aux côtés des autres médias que nous connaissons déjà, mais de soutenir NRTV et de continuer à faire perdurer cette activité. Le chêne Nouvelle EMS à Gland est déjà au complet. Vendredi dernier, la Fondation Belle Saison inaugurait son nouvel EMS glandois, un bâtiment pouvant accueillir jusqu'à 56 résidents, tous déjà installés. Selon Christian Crota, directeur de la Fondation, la région souffre d'une pénurie de lits. La Fondation Belle Saison a inauguré son EMS vendredi dernier à Gland. Les ex-résidents de Bellevue à Beugnin ont tous déménagé au Chêne. L'établissement est donc déjà au complet malgré ses 56 lits de disponibles. Grâce à l'apport de bénévoles, de plusieurs employés de la Fondation Belle Saison, de l'équipe de Bellevue, le déménagement des 49 résidents le 4 et 5 juin s'est déroulé sans problème. C'est clair que pour certains résidents, découvrir une chambre à un lit avec un agencement neuf, un WC, douche par chambre, ça a été une grande découverte. Et pour certains résidents, la nostalgie d'avoir vécu plusieurs mois ou années à l'EMS Bellevue, qui a passé son temps, a été aussi un moment difficile. Et après une phase d'adaptation, et pour les résidents et pour le personnel, l'équipe de direction fait un bilan positif. Sur place, l'institution emploie 70 personnes et se divise en 2 unités. Nous accueillons 2 populations, une population avec des troubles plutôt physiques sur le premier étage et nous accueillons des résidents avec des troubles cognitifs, des pathologies de type maladie d'Alzheimer sur le 2e étage. Et la spécificité du Chêne, nous avons ouvert une unité pour nos apprentis, une unité école où on va avoir un encadrement beaucoup plus soutenu pour nos jeunes apprentis qui débutent à 15-16 ans. Selon la planification cantonale, l'ouverture de l'établissement aurait dû soulager la pénurie de lits que connaît la région. Pour rappel, à Nyons, le projet d'EMS au TIN est bloqué depuis 2 ans par des recours au tribunal fédéral, tandis que du côté de Beugnin, l'établissement sera démoli et reconstruit en plus grand, vraisemblablement courant 2020. C'est vrai que nous sommes dans une région où on manque de lits et c'est vrai que pour notre infirmière chef, Madame Rizuelo, elle a eu plusieurs offres
d'admission et on a pu accueillir que 7 nouveaux résidents de la région et on se réjouit de pouvoir reconstruire les MS Bellevue et que d'autres établissements comme Aubonne et Nyon puissent se construire parce qu'il nous manque des lits sur la région de la Côte. Sur un terrain appartenant à la commune, le projet aura coûté un peu plus de 18 millions de francs, dont 2 millions déboursés par la Fondation Belle Saison et le reste pris en charge par le canton. Selon Vision Coppet, le cadre de vie et la sécurité sont au cœur des préoccupations des habitants de la commune. C'est ce qu'il ressort de l'enquête d'opinion réalisée par l'association auprès des Coppétans en 2018 et présentée lors d'une conférence publique au début du mois. Vision Coppet a aussi tenu son assemblée générale et élu sa nouvelle présidente. Est-ce que préserver et enrichir notre cadre de vie, c'est vraiment une utopie ou c'est quelque chose qu'on peut réaliser? Et pourquoi nous sommes-nous posé cette question? Parce que l'année passée, nous avons organisé, à l'occasion du 10e anniversaire de notre association, un grand sondage, une étude d'opinion. Nous avons interrogé tous les habitants de Coppet en leur demandant quelles étaient leurs priorités. Et parmi les priorités, ce qui venait en tête, c'était le cadre de vie. 94% des habitants de Coppet ont mis le cadre de vie en tête de leurs priorités. Je crois que ça signifie bien l'importance de ce cadre de vie. Et il était normal qu'on se demande, il faut le préserver, bien sûr, mais est-ce qu'on peut l'enrichir? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Voilà les questions auxquelles cette conférence tentait de répondre. Et puis pour animer cette conférence, eh bien sûr Vision Coppet, mais aussi un représentant des châtelains de Coppet. Oui, le comte d'Osseronville, Régnier d'Osseronville, était là. Il a accepté de venir parler et c'était vraiment parfait parce qu'il a pu donner un point de vue tout à fait autre que celui d'un syndic ou celui d'un ingénieur ou d'une ingénieure plutôt. Voilà. Est-ce que ça veut dire finalement que pour préserver ce bien-être, ce cadre de vie, eh bien, il ne faut pas développer Coppet? Question piège. Ce n'est pas du tout une question piège, c'est une question fondamentale. Il ne s'agit en effet pas de mettre Coppet ou quelques communes que ce soit sous cloche. Il faut faire vivre une commune, mais il ne faut pas détruire un patrimoine exceptionnel. Et par patrimoine exceptionnel, nous en avons ici qui est vraiment exceptionnel, nous entendons plusieurs choses. Le paysage, le patrimoine architectural avec bien sûr le château, mais aussi le bourg qui recèle d'extraordinaires maisons. Nous entendons également les questions liées à la mobilité, le cadre de vie, la sécurité, les aménagements, les infrastructures. On parle depuis longtemps d'une patinoire et d'une piscine. On parle d'autres éléments d'infrastructure. Tout cela détermine le cadre de vie et sa qualité. Voilà, de quoi donner du grain à moudre, on va dire, à l'association Vision Coppet, qui vivait aussi un événement important puisque ce même jour était organisée l'Assemblée Générale avec une passation de pouvoir. Marinette Oberli, vous êtes la nouvelle présidente de Vision Coppet. Oui, je suis la nouvelle présidente. Je me donnerai beaucoup de peine pour pouvoir continuer tout le travail qui a été fait parce que depuis 11 ans, maintenant en 2007, nos objectifs n'ont en fait pas changé. Nous aimons Coppet et on l'a vu, les Coppétans aiment leur bourg, le village d'une part, mais aussi le château. Donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir avec tous ceux qui m'accompagnent pour qu'on continue dans le même sens, c'est-à-dire d'être très très attentif à tout ce qui se fait parce que vous le savez mieux que moi, une fois que les choses sont construites, on ne les démolit plus. Donc il ne faut pas qu'on laisse arriver des choses dont on ne veut pas et qui nous dérangeraient et qui dérangeraient les générations futures. Philippe Braya, vous quittez cette présidence, sans doute avec une petite pointe de regret. Pour une autre commune, c'est la raison pour laquelle vous quittez la présidence. Quel est votre regard sur ces quelques 10 ans de présidence de Vision Coppet? Alors, pas tout à fait 10 ans, parce que Reto Camponovo a été le premier président. Il y a eu ensuite Michel Paquet, qui a été président pendant, je pense, 2 ans. Mais c'est plusieurs années, 5-6 ans de présidence.
c'était pour moi très enthousiasmant parce que nous avons formé une équipe qui travaillait chacun travaillait main dans la main avec ses collègues et nous avions les mêmes valeurs à défendre, valeurs que nous avons partagées avec la famille d'Haussonville, les propriétaires du château. Vous disiez tout à l'heure quand des représentants de la famille qui possède ce château et qui y tient beaucoup étaient présents. En effet, il ne faut pas l'oublier, depuis 9 générations, le château est dans la propriété d'une famille qui est très attachée à Coppet et qui souhaite contribuer au développement de cette commune. Il ne s'agit pas de bloquer quoi que ce soit, mais de lui permettre de se développer et de rayonner dans les meilleures conditions possibles. Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour assurer la continuité. Allez, l'heure tourne. En 2-3 mots, quel est le prochain combat de Vision Coppet ? Le prochain combat de Vision Coppet, comme je vous l'ai dit, c'est avant tout de bien surveiller tous les projets qui vont être lancés pour ne rien détruire. La troisième personne qui a pris la parole lors de la conférence, elle dit « Lorsqu'on abat un arbre centenaire et qu'on en replante un, il lui faudra 100 ans pour avoir toute sa majesté. » Donc c'est à nous de faire très attention, de ne pas abattre des choses très belles qu'on n'arrivera plus jamais à avoir. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.